الاحتفال بذكرى توقيف الحرب 19 مارس 62 مؤسسة الولايات الرابعة التاريخية تستضيف اليوم واحدة من المؤرخات الفرنسيين يعني المعروفين السيدة رافائيل برونش، والضيفة اللي جاتنا اليوم معها مرحبا بها تستضيفهم اليوم في مقر المؤسسة بالعقول. كنا درنا عنوان سميناه أهمية الشهادات الشفوية في كتابة تاريخ الثورة وحفظ الذاكرة. هذا هو الموضوع اللي ربما نتكلموا عليه كثير، لأنه العمل اللي قامت به السيدة في هذا المجال هو عمل جبار. كنا البارحة شفنا شريط وثائقي من 6 حلقات كانت قام العمل كله على الشهادات الشفوية. الشهادات الشفوية اللي أنتجت يعني عمل تاريخي وصورة يعني واضحة جدا على الثورة الجزائرية، طبعا بمنظور الناس اللي قاموا بالعمل هذا. احنا حبينا نقدموا هذا الموضوع للإخوة في المؤسسة باش يعرفوا أهمية الشيء اللي لما يكون في مؤسسة الولاية الرابعة، أهمية الشهادات الشفوية اللي المؤسسة منذ إنشائها يعني منذ 20 سنة وهي تقوم بهذا العمل باش تحافظ على هذه الشهادات هذوما وباش تدير أكبر قدر من شهادات المجاهدين والمناضلين والناس اللي عاشوا إبان الثورات في الولاية الرابعة التاريخية. إذا نرحبوا بضيوفنا اللي زارونا اليوم ونقول لكم بأنه الجلسة ما فيهاش يعني بروتوكول ولا يعني بإمكان أي شخص اللي يدخل له ويسأل وما حتى يعني سي سون بروتوكول. Alors bonjour madame. Voilà. Je vous donne la parole. Voilà. Allez-y. Je commence. Bien sûr, c'est notre vraiment, je vous remercie beaucoup de cette occasion d'échanger avec vous. Malheureusement, je ne parle pas arabe, alors je vais être très handicapée dans cet échange, mais Naïma va m'aider. Voilà. Je suis à votre disposition en réalité si vous avez envie qu'on échange. Moi, je viens ici comme historienne de l'Algérie, vous amener à la fois sur l'armée française et sur la LN, un petit peu sur la LN, à travers à la fois l'étude du commando Ali Khodja Wilaya 4 en 1955-1956 et sur les prisonniers faits par la LN, les prisonniers français, soldats et civils. Et cette question m'a amené à travailler aussi sur la dimension internationale du combat, et donc du GPRA à cette occasion. Et puis j'ai aussi travaillé parce que pour faire ce travail, il faut pouvoir venir en Algérie, il faut pouvoir avoir des visas, il faut pouvoir avoir accès aux personnes, et pendant plusieurs années ça m'a été impossible. Donc j'ai réorienté mon travail en travaillant sur la France ces dernières années. Et j'ai eu aussi l'occasion, peut-être Naïma l'a dit, de faire une série documentaire en recueillant de nombreux témoignages, parce que je continue à penser que la grande richesse que vous avez en Algérie, ce sont les gens qui ont vécu la période et qui sont prêts à en parler, parce que beaucoup de choses ne sont pas dans les archives. Beaucoup de choses n'ont pas été écrites à l'époque. Le FLN est un mouvement révolutionnaire et clandestin qui est aussi un mouvement bureaucratique, donc qui écrit aussi. Mais comme tous les mouvements clandestins, évidemment, écrire c'est un danger, c'est un risque si l'armée française tombe sur ces documents. Donc voilà, évidemment, on ne note pas tout. Et donc pour savoir un certain nombre de choses, il faut aller vers les gens qui ont vécu et qui peuvent raconter. Sans compter que beaucoup de gens en Algérie ne savaient pas écrire à l'époque. Donc les archives, c'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la connaissance.
très important, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Et moi je plaide depuis très longtemps, dès que je peux en Algérie, vous me dites s'il faut que je m'arrête, pour qu'on aille interroger ceux qui sont encore là, celles qui sont encore là et qui bientôt ne seront plus là, pour recueillir. Donc c'est pour ça que ce travail est fondamental que vous faites ici. Même si on n'a pas le temps de faire la recherche historique qui va avec, il faut accumuler, il faut vraiment écouter, enregistrer, questionner. C'est une immense richesse. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois quand j'ai discuté avec des étudiants à Alger, avec qui j'ai parlé des archives, notamment des archives qui sont en France pour faire l'histoire de l'Algérie, mais à qui je dis, et donc je vous le redis, mais ici vous avez les grandes richesses qui sont les gens. Oui. Et donc il faut vraiment... voilà, moi je le sens de l'autre côté parce que moi quand j'ai pas eu accès à l'Algérie, j'ai senti cette absence et ce manque terrible. Donc je me dis que voilà, c'est merveilleux de pouvoir le faire. Eh ben, si j'ai à rajouter quelque chose, je vais dire que c'est ça, c'est ce qui nous a réunis en fin de compte. On s'est rencontrés il y a quelques années et ce qui nous a unis en fin de compte, c'était le témoignage des gens. Et c'est la vraie richesse et je dis la même chose, c'est le vrai trésor, c'est ça les archives à qui on doit s'intéresser. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'archives au-delà en France, mais ils oublient les vraies archives qui sont là en Algérie, c'est-à-dire les témoins qui sont encore vivants. Bien sûr. Il y a quelques années, on pouvait accéder à beaucoup de gens. Avec le temps, avec les gens qui disparaissent tous les jours, on va vers la fin du travail. Voilà, ça s'en va. Et c'est de là où le témoignage devient vraiment important. Oui, c'est vraiment essentiel. Et des femmes et des hommes. Oui. Des hommes et des femmes. Voilà, Oui. ne pas oublier les femmes aussi, Oui. qui sont un élément de cette histoire aussi, de cette mémoire. Bien sûr, Madame. Moi, je vais être brève. Voilà, je suis Jacqueline Messaouda Gozlan, je suis née à Constantine. J'ai quitté l'Algérie, je suis juive d'Algérie. Mon papa était tailleur, ma maman elle était cuisinière, chef cuisinière. Et comment vous dire, comme vous le savez, les juifs d'Algérie et les musulmans, on a une histoire plus que commune puisqu'on a la langue, la façon de faire les fêtes, les gandouras, les youyous, les fiançailles avec le rené, tout ça. Et toute ma vie, j'ai essayé de continuer, vous savez, malgré la tristesse de ma maman qui a quitté le pays avec moi, puisque papa est mort en 55, j'avais 2 ans. Et nous avons quitté l'Algérie en 61 pour la France. Mais comment vous dire, toute la vie de maman qui n'est plus de ce monde a été, et elle m'a donné très discrètement cet héritage, c'est notre culture commune. Et parce que je suis réalisatrice de films, comme j'ai perdu le traumatisme, j'ai été traumatisée à un tel point que j'ai oublié tout ce qui s'est passé jusqu'à l'âge de 8, jusqu'à mon arrivée en France et encore. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je souffrais. Maman, elle avait peur, elle disait, pourquoi cette petite, elle ne se souvient pas? Parce qu'on ne savait pas que c'était un traumatisme au fond. Et pourquoi, ma fille, tu ne te rappelles pas le pont suspendu, ma fille, parce que non, rien, maman, je ne rappelle rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit mon Algérie. Je vais vous dire comment. C'est pour ça que ça rejoint, parce que Raphaël travaille en tant qu'historienne et ils ont fait le film, mais ça rejoint vous tous aujourd'hui. Je ne veux pas vous être personnel, mais en même temps je vais l'être. J'ai construit l'Algérie ancestrale. Je me suis arrêtée sur Renette Loranès, cette femme qui a chanté la musique arabo-andalouse avec Mustapha Skambrani, le pianiste, et Abdelrani Belkaïd, le violoniste. J'ai toute ma vie, vous savez, fait ce film, et avec ce film, j'ai été nommée par la présidence algérienne en 2009 au 2e panafricain d'Alger que j'ai eu la chance de vivre, cinéaste de la diaspora. Et donc je me suis dit, il faut continuer. Et parce que je voulais aussi connaître, et c'est le travail de, bien sûr, de vous, à la Wilaya 4, mais de Raphaël de longues années, parce que moi, je ne savais pas l'histoire quelque part.
j'avais qu'une idée, j'étais jeune communiste quand je suis au lycée, à l'université, parce que je voulais pas d'injustice, mais je ne savais pas le FLN, puisque j'avais que des traumatismes, je savais rien de ça. Et j'ai voulu faire le film de l'histoire de cette cinémathèque d'Alger qui est née en 65 avec, comme j'ai dit tout à l'heure, Maïeddine Moussaoui, le chef. Alors, c'est Mahmoud, c'est le président du bureau de Buida. Voilà. La fondation, elle est sur toutes les wilayas administratives qui ont englobé la wilaya 4 pendant la Révolution. Donc, on a un bureau au niveau de chaque wilaya. Et c'est Mahmoud Zidane, c'est le président de la wilaya de Buida. On vous souhaite la bienvenue au niveau de la fondation de la wilaya 4, historique. Et nous avons eu des échos, comme quoi vous avez fait c'était au début, on nous a dit un reportage, après c'est des épisodes, c'est quand même quelque chose de bien. Bon, nous on laisse le temps pour voir, on n'a pas vu encore, donc pour pouvoir faire des critiques, sinon tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas. Et c'est bien de critiquer quelque chose, c'est bien de discuter sur ça, c'est l'enrichissement pour plus tard, et vous savez très très bien que le sujet est très très sensible. Très sensible pour nous, en tant que fils d'acteur. Je vous le dis, fils d'acteur, moi je suis un fils d'un ancien maquisard, et j'ai mon frère aîné qui est mort au champ d'honneur. Donc on parle avec une certaine passion des fois. Et j'aimerais vous poser une question par rapport à le travail que vous avez fait. Un travail culturel, artistique, et en même temps historique. Et de par ce travail-là, je pense que vous avez une idée en tant que Française. En tant que Française, vous avez une idée, vous avez dû travailler sur le sujet, piocher, fouiner, questionner, les témoignages. Et c'est à partir de là que vous avez fait les épisodes, les 6 épisodes. Donc, moi je voudrais vous poser la question, c'est en tant que Française, de l'autre côté de la Méditerranée, qui voit ce qui s'est passé en Algérie. Nous, c'est pas la même chose. Nous, quand on regarde n'importe quel épisode sur notre histoire, parce que vous avez écrit une part de l'histoire de la France, mais nous, ça nous concerne directement. Ça nous concerne directement parce que dans chaque famille algérienne, il y a eu des traumatismes. Chaque famille, il n'y a pas une famille où, moi quand je discute avec mes enfants, avec les collègues, je leur dis, Dieu merci, en Algérie, toutes les terres en Algérie ont eu une goutte de sang d'un martyr. Donc, nous, bon, parce que quand on parle de 1856, 1830 jusqu'à 1962. Donc pour nous, c'est toute la colonisation. La guerre d'Algérie, ce n'est que... Absolument. Oui. Absolument, ce n'est que... Mais ce qui s'est passé, et j'aimerais bien vous dire, excusez-moi, si vous pouvez travailler sur au-delà de la guerre d'Algérie, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour ça que j'aimerais que vous me répondiez sur est-ce que vous l'avez fait en tant que, je sais que ce n'est pas en tant qu'actrice, vous avez fait le même âge que moi, si je me trompe pas. Donc c'est en tant qu'observatrice de l'autre côté de la Méditerranée, mais pas comme nous en tant que des gens qui ont vécu ça. Moi je suis né pendant la guerre, mais de par ce que m'a raconté mes parents, les voisins, les gens que je côtoie. C'est pour ça que je voudrais avoir une réponse claire sur ça. Et merci. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre exactement votre question, mais en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que... alors, le fait que je sois française, c'est presque négatif, c'est-à-dire que je ne suis pas algérienne. Tout à fait. Sauf que je suis française, vous avez donc c'est pas exactement comme si j'étais allemande. Vous avez compris. On est d'accord. Donc c'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire, cette histoire.
Et je suis complètement d'accord avec vous et je passe mon temps à le dire. La guerre n'est que la séquence finale d'une très longue histoire de violence et d'abus et qu'il faut raconter évidemment comme ça. Donc c'est toujours ce que je m'efforce de faire et la série documentaire, et ça c'était vraiment une de mes intentions, une de mes exigences en fait dans la négociation avec la chaîne de télé, c'était de ne pas commencer en 54, évidemment. On ne peut pas commencer en 54 sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas si on n'a pas la profondeur historique. Donc évidemment. Et cette histoire, elle est à la fois elle est partagée entre nos deux pays, elle n'est pas du tout partagée à égalité. Parce qu'en Algérie, tout le monde a été concerné, tout le monde a été touché de manière variée, très différente, selon les endroits, selon les milieux, mais tout le monde. En France, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui n'ont aucun lien avec l'Algérie, n'en ont jamais entendu parler. Des jeunes de 20 ans qui partent en 56, qui savent à peine où se trouve l'Algérie. Donc c'est très différent et cette asymétrie, il ne faut jamais l'oublier. Donc en même temps, quelle que soit l'asymétrie individuelle, personnelle, affective, qui fait que moi je peux vous dire que dans ma famille, si je remonte des générations, on n'a pas de lien avec l'Algérie par exemple, mais que si j'ai commencé à vouloir travailler sur ce pays et sur cette guerre quand j'avais 15 ans, c'est parce que j'ai trouvé que ça avait à voir avec une identité, un élément très profond de la France. Moi, j'avais besoin de comprendre comment mon pays, la France, avait pu accomplir cette guerre-là. Quand j'ai compris à quel point la guerre en Algérie avait été, je parle de la dernière, la guerre d'indépendance, avait été violente, avait reposé sur des violences illégales, interdites, etc. Quand j'ai découvert l'ampleur de ces crimes, ça a été un grand choc en tant que Française, en fait. Et donc moi, ma question de départ, au tout départ, quand j'ai 15-16 ans, c'est de me dire comment mon pays, donc on m'a appris qu'il était le pays des droits de l'homme, comment mon pays, mon armée, l'armée que mon père a faite, que tous les hommes de 20 ans à mon âge faisaient, encore à l'époque, a pu faire ça. Comment ça a été possible? Donc ça, c'était ma question de Française, en fait. Et puis après, progressivement, j'ai découvert l'Algérie. Moi, je vais au sujet avec la France, avec un sujet de Française, une question de Française. Et puis, et donc j'ai travaillé sur la torture. J'ai travaillé sur voilà, la pratique de la torture dans l'armée française, en historienne. Et puis progressivement, ça m'a amené à rencontrer des maquisards algériens, en fait. Et donc à faire ensuite ce travail sur la Wilaya 4 et sur Ali Khodja, parce que voilà, je me suis intéressée à l'autre côté, à essayer de comprendre qui étaient ces hommes, comment ils avaient vécu, enfin voilà, tout ça. Et donc après, une fois que j'ai basculé, je ne suis jamais revenue, en fait, parce que voilà, une fois qu'on a découvert... parce que voilà, moi j'ai travaillé en Algérie, enfin j'ai travaillé sur l'Algérie dans les années 1990, à une époque où c'était presque impossible de venir en Algérie et de toute façon déconseillé. Donc dans un rapport à votre pays qui était broyé par la guerre, à ce moment-là aussi, un peu particulier. Je travaillais sur une guerre alors que le pays lui-même était dans la violence, enfin voilà. Mais en étant dans la distance, moi j'avais des cartes d'Algérie chez moi partout, je connaissais tous les villages, j'avais positionné tous mes soldats français et je ne pouvais pas y aller. J'avais un sentiment de frustration intense. Et donc dès que j'ai pu traverser en 2000, je suis allée. Et voilà, à partir de ce moment-là, pour moi, le rapport à l'Algérie change. De manière personnelle, là je vous réponds intime et pas familiale. Mais ça n'empêche que je reste une Française, assurément. Et que ça a pu bloquer certaines personnes qui n'ont pas voulu me parler, ou ça a pu sans doute inquiéter, que ça a pu expliquer qu'on me refuse mon visa pendant très longtemps, et tout ça. Donc oui, bien sûr que c'est très très différent. Après, je crois quand même que je fais de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'appartient pas à un pays, et l'histoire est une discipline scientifique. Qu'on enseigne à l'université, que moi j'enseigne à l'université, qu'on enseigne ici en Algérie à l'université, et qui vise à établir le plus proche possible ce qui s'est passé. Un récit le plus proche possible de ce qui s'est vraiment passé.
la vérité n'est pas intangible, elle peut changer selon qu'on va trouver d'autres sources, d'autres témoignages, et elle s'écrit, elle se réécrit. Mais on ne peut pas écrire n'importe quoi. On ne peut pas écrire n'importe quoi, il y a des choses qui sont fausses, qui n'ont pas eu lieu. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas vrai. Vous voyez, il y a quand même une différence, et ça, c'est une discipline historique qui apprend ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on nous apprend à lire les archives, on nous apprend à écouter les témoins, à faire le tri des informations. Et ça, je l'ai appris en France, et je l'ai fait parce que je suis française, mais un historien argentin peut tout aussi bien le faire. Simplement, peut-être ça l'intéresse moins. Parce que pour lui, c'est plus lointain, ça lui tient moins à cœur et ça lui tient moins au ventre qu'un Français ou qu'un Algérien. L'histoire du Chili. Mais en même temps, par exemple, sur le 17 octobre 61, sur la manifestation, le boycott à Paris et le massacre des militants du FLN par la police parisienne, le travail qui a le meilleur travail, de très très loin, il a été fait par 2 Anglais. Voilà. Jim House et Neil McMaster. Donc là, il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur Schleff et sur Lord Smith, plus précisément, par un de ces historiens qui s'appelle Neil McMaster, qui vient en Algérie. Et son livre s'appelle War in the Mountains, la guerre dans les montagnes. Lui qui a rencontré ces Hassan à un moment donné. C'est un livre exceptionnel sur le Warsonisme, exceptionnel, vraiment sur le détail des familles, des conflits, bien sûr, des histoires, de la manière dont la colonisation a pu jouer. Bref, c'est passionnant, c'est un travail passionnant. Il est fait ni par un Algérien ni par un Français. Donc je pense qu'il est important de pas forcément surdéterminer nationalistement, je ne sais pas comment dire ça, vous voyez les choses. Mais il n'y a pas non plus de naïveté. Je suis une femme, j'ai l'âge que j'ai, je suis française, et ça joue dans ce que je fais, bien sûr. Bien sûr que ça joue. Mais voilà, je crois que je le fais de manière rigoureuse et scientifique, et que c'est de ça qu'il faut discuter. C'est-à-dire, est-ce que la rigueur est là? Est-ce que l'honnêteté est là? Est-ce que j'ai pas mis de côté des choses parce que j'avais pas envie de les voir? Dans quel cas c'est une erreur scientifique? Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est ce que j'ai dit après diffusion. Alors après, la série, c'est encore autre chose. La série documentaire, c'est pas un livre scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de note de bas de page dans un film à la télévision. Donc moi, j'ai essayé de le faire avec... c'est une équipe toujours qui fait un film. Donc il y a un réalisateur, il y a des monteurs, donc j'ai essayé d'appliquer ma rigueur scientifique à tout le film, à tout vérifier, vraiment tout vérifier. Mais par exemple, vous verrez, si vous le voyez, il y a des témoins qui disent des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Moi, je sais que ce qu'ils disent n'est pas tout à fait juste. Mais c'est eux qui le disent. Voilà, c'est eux qui le disent. Alors, on a laissé dans le film, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué quand on fait le film, parce qu'on manipule les paroles des gens sont... bon, parfois, ils se mélangent un peu les choses. Et un historien peut détecter. Voilà, un historien peut. Après, moi, j'ai décidé, par exemple, là, je ne vais pas vous donner l'exemple précis, ça ne va pas me venir tout de suite, mais on peut se tromper sur les chiffres, les gens peuvent se tromper sur les chiffres, parce que les gens peuvent se tromper sur les dates, vous savez, c'était quand même il y a très longtemps. Donc, mais moi, j'ai considéré que ce n'était pas grave, parce que ce qu'il disait était juste. Après, qu'il soit trompé d'un mois, qu'il soit trompé de 15% à 17%, c'est pas grave. C'est-à-dire que si l'essentiel de l'idée est là, on a laissé parce qu'on n'allait pas corriger les témoins. Ça n'avait pas de sens. Donc, si j'avais fait un livre avec eux, j'aurais mis une note de bas de page en disant Monsieur Untel a dit 17%, en fait, les travaux scientifiques montrent que c'est 14%. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'espère que le propos est juste dans sa globalité, même s'il y a des petites erreurs Ce que j'ai compris aussi, c'est que, bon, peu importe le film, mais les témoignages des gens sont aussi accessibles. Complètement. Voilà, entièrement tout le accessible. témoignage. En arabe et en anglais. On peut les voir sur et en Internet. français, pardon. Voilà, on peut voir sur Internet le témoignage des gens. Et je pense, si on doit dire autre chose, c'est que la valeur du travail qui a été fait, je ne vais pas défendre le mot, mais la valeur du travail en lui-même, c'est le témoignage des gens. Peu importe l'interprétation, on interprète, on ترجم ولا نصحح ولا نقول ولا نعرف في الاشياء على حسابنا على
حساب تكويننا، على حساب مثلا وطنيتنا، ولا على حساب توجهاتنا. ولكن الشهاده في حد ذاتها هي القيمه. يعني on va revenir sur ça, Madame Ponge. C'est que le témoignage en lui-même, c'est ça le vrai trésor. C'est la chose qui peut réunir tout le monde. Je me souviens d'une chose, il y a quelques années, il y a des gens qui sont venus à la fondation, il y a plusieurs nationalités, ils ont posé la question à Sey Hassan en lui disant Sey Hassan, vous faites des témoignages en arabe. Nous, on ne comprend pas. Comment on peut exploiter ça? À l'époque, on avait dit qu'on peut toujours traduire. À tout moment, on peut traduire en français, en chinois, en allemand, ce que vous voulez. Et à un moment donné, tous les gens qui veulent comprendre ce qui s'est passé peuvent revenir sur ces témoignages-là. On insiste sur ça et on valorise ce travail, qu'il soit fait par un Français ou par un Algérien. L'important, c'est la personne qui a témoigné. Je reviens sur ce que fait la Fondation, par exemple. Je ne suis pas d'accord avec toi, non. C'est presque la même chose. Non, c'est presque Parce que quand c'est conçu et fait et raconté, elle a si bien dit tout à l'heure, quand c'est un Allemand, ce n'est pas comme si c'est un Français ou c'est un Algérien. Parce que l'Allemand, bon, il est très loin de la situation. Il n'a pas colonisé. C'est pas son problème. Il a fait, bon, ils essayent de raconter, d'avoir des témoignages, mais le but de tout ça, c'est que ça reste un support historique qui va rester des générations en générations. C'est pour ça que plus on se rapproche de la vérité, plus c'est bon et c'est très bien par rapport à la nouvelle génération qui va lire et qui va voir et qui va... C'est vrai, on se documente par rapport à des documents. Il y a des documents qu'on est sous nos yeux. Il y a des films qu'on voit. Je vais vous donner un exemple qui est tout cru. Et les gens vont être d'accord avec moi. La bataille d'Alger. Oui. La bataille d'Alger, elle a été faite par Pontecorvo, l'italien. Et l'acteur principal, c'est Youssef Ali. Bien sûr. Et Youssef, c'est lui la bataille d'Alger. Mais c'est le héros. Algérien qui a raconté, qui a vu, et ce qu'il a vécu. Oui. C'est pas comme en France, Madame a bien dit. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas où se trouvait l'Algérie. Et vous venez, vous lui dites, regardez ce qui s'est passé de 1954 à 62 en Algérie. C'est bien beau de lui donner les vérités. On ne peut pas dire toute la vérité, parce que personne ne détient la pure vérité. C'était un État en guerre. Il y avait plus de politique que du militaire, par le biais des responsables politiques. Mais on essaye d'être plus près de la vérité par le biais de témoignages. C'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis un petit peu, peut-être, mais c'est que Madame, c'est en tant que Française, comment elle voit la chose, comment elle doit la raconter, comment la réaliser, la mettre dans un support cinématographique. Mais ce n'est pas comme moi quand je regarde. En fait, on a eu beaucoup de chance pour ce travail de travailler avec des films d'amateurs, des films amateurs tournés en Algérie pendant la période coloniale, essentiellement par des Français, des colons. Oui, Mais vous allez voir les images, elles sont extraordinaires parce que c'est de la vie quotidienne, c'est des rues, des villages algériens, des champs. Alors, on connaît des photos, des cartes postales, mais là, ce sont des films en couleur parfois. Dans le film, on n'a rien colorisé, c'est les couleurs de l'époque. Et donc là, vous n'aurez pas de la fiction. Pontecorvo, c'est de la fiction, même si c'est Youssef Saadi. C'est pas un documentaire, il n'a pas tourné en 57. Ça ressemble, mais voilà. Alors que là, ce sont vraiment des films, comme si je vous filmais là. C'est des films pris sur le vif. Pour moi, ça a été extrêmement émouvant. Il y a beaucoup d'images d'enfants, de tous les enfants, d'enfants algériens. Je pense qu'il y a une image magnifique. Il y a plein d'images magnifiques, mais il y a une image de scout à un moment aussi. On a beaucoup travaillé sur les scouts musulmans, mais donc on voit à un moment des enfants. Voilà, des images qui sont très rares en fait, des images d'archives qui sont très rares parce qu'elles viennent de chez des particuliers, de chez des gens qui nous les ont prêtées. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez sur les témoignages, pardon Naïma, en fait on vous expliquait la collecte que nous on a faite
et pour peut-être faire un écho avec ce que vous faites ici, les entretiens, ils ont été faits en France et en Algérie, et c'est pas moi qui ai mené les entretiens, mais c'est moi qui ai voilà, qui ai donné les directions, formé les intervieweurs et les intervieweuses, et puis j'écoutais tous les entretiens, j'étais là à tous les entretiens pour aider parfois à faire préciser des choses, parce que on peut mener un entretien, je peux vous dire, je mets un micro, racontez-moi, ou comme moi je préfère qu'on le fasse, je vous pose des questions et vous répondez, et on avance ensemble dans la direction de creuser, de préciser, voilà. Et donc en fait, en Algérie, comme en France, il y avait des intervieweurs français et des intervieweurs algériens, il y avait des gens qui parlaient arabe, il y avait des gens qui parlaient kabyle, il y avait des gens qui parlaient français. Et on a toujours demandé aux gens la langue dans laquelle ils préféraient témoigner. Et puis parfois d'ailleurs, ils nous avaient dit une langue et puis ils ont choisi une autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Heureusement, les gens pouvaient parler plusieurs langues, comme souvent en Algérie. Et parfois, c'est sûr que ça a été un élément. Hier, le producteur algérien expliquait qu'il y avait une méfiance de certains en Algérie et de certaines à témoigner pour une production française. Bien sûr, mais c'est bien légitime. Et dans le témoignage, de vous insinuer. oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est juste. Vous avez compris. Et il expliquait ça, il expliquait que voilà, il a fallu convaincre, et puis on le sent très bien si vous regardez les témoignages. À la fin de chaque témoignage, on a demandé aux gens pourquoi ils avaient transmis, pourquoi ils avaient accepté. Et en Algérie, il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui se sont adressés aux intervieweurs, aux intervieweuses qui ont 30 ans, à peu près 30 ans, 35 ans, qui sont beaucoup plus jeunes, bien sûr, en leur disant c'est pour vous, c'est pour vous qu'on le fait. Et c'est beau parce que voilà, certes, c'était une idée qui était née en France, mais en fait, ça se passait en Algérie. Tout ça s'est tourné en Algérie, avec la production algérienne, et ça fait vraiment partie de la fierté, en fait, d'avoir réussi à faire ça. Et juste pour vous dire, c'est accessible dès aujourd'hui, hein, vous pouvez dès aujourd'hui les regarder sur le site de l'INA, ina.fr. Tout n'a pas encore été traduit en arabe. On est en train de tout traduire en arabe, enfin de sous-titrer en arabe, mais c'est pas encore fait. Ou alors c'est l'inverse, attendez, peut-être je me trompe. Peut-être c'est les entretiens en arabe, ne sont pas. Enfin, tout n'est pas fini en termes de sous-titrage, c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, les paroles, elles sont là. Et pour rejoindre, justement, je me permets très vite de vous dire par rapport à la bataille d'Alger, n'oublions pas quand même, Raphaël, qu'il a été censuré en France. Et le fait qu'il ait été censuré, parce que c'est de la fiction, mais cet homme, M. Saadi, il l'a vécu. Donc le fait qu'il ait été produit, qu'il ait été réalisé soit par Pontecorvo, déjà un militant, Pontecorvo, mais mis à part ça, le fait de censurer la bataille d'Alger, c'est signifiant que la France, elle a de grandes responsabilités et c'est un aveu de culpabilité. Censuré. Et maintenant, ce qui est merveilleux par rapport à la bataille d'Alger, c'est qu'il est, quand les professeurs d'histoire préparent les élèves, vous savez, avant qu'on aille témoigner, je parle dans les collèges et lycées en France, et bien certains professeurs d'histoire, souvent franco-algériens, leur montrent la bataille d'Alger, montrent le film à leurs élèves. Et il y a une autre chose aussi, c'est que la bataille d'Alger, comme vous le savez, on peut le trouver à Barbès dans le 18e, le film. Tout le monde s'arrache la bataille d'Alger. Parce que la bataille d'Alger, c'est à la fois pour nous immense, mais pour les Algériens, plus immense. Et on ne peut pas... parce que la Casbah, c'est là, ça nous montre tout de ces combats, mis à part les autres régions, mais ça nous montre tout ce qui est arrivé. Et pour nous, à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous fait mal quand même. Hein? C'est ça les guerres c'est ça. Eh ben oui. C'est ça, Bon. Et c'est pour ça que le fait qu'il ait été censuré, c'est une très grande faute. Comme on a censuré Jean-Luc Godard, comme on a tous les films sur la guerre d'Algérie, beaucoup de films étrangers ont été censurés. C'est normal, le colonisateur, c'était à l'époque. Bon, je reviens sur ce que fait la Fondation, vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est que nous, au sein, par exemple, au sein de la WLK, on a aussi les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, quand on prend des témoins, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui ne disent pas tout.
il y a des gens qui disent leur version de la chose, c'est-à-dire leur histoire, leur vérité, et on peut mettre aussi des corrections si on veut, mais c'est aussi la même chose, chacun témoigne à sa manière. Nous, au sein de la Fondation, pendant 20 ans, on a fait je dirais des milliers d'enregistrements. Alors, pour valoriser ce qui a été fait, le final, c'est quoi? C'est que chacun a raconté à sa manière. Et c'est à la personne qui va exploiter ça de dire sa vérité. Voilà. Entre deux guillemets, je vais dire que المنجوم ديروا اشياء منها كل واحد فينا راح يدير ويل للمصلين يجيب فوالا ويل للمصلين بمعنى يجيب لا فيرسيون تاعو يجيب هو واش حاب يقول ويحط les témoignages فيها. La seule chose qui va rester, c'est quoi? Qui va réunir tout le monde, c'est que cette base de données, de témoignages, comme on l'a appelé au sein de la Wilaya 4, c'est ça où tout le monde va y aller pour prendre sa vérité. Donc, je rejoins le travail qui a été fait par Madame Raphaël Franche il y a quelques années et qui continue à le faire, c'est qu'on doit écouter les gens, peu importe ce qu'ils disent. Que ce soit des gens responsables, que ce soit des gens normaux, ils racontent leur histoire personnelle ou ils racontent ce qu'ils ont vécu pendant la Révolution, c'est-à-dire ils étaient des acteurs ou bien des responsables. Le plus important dans tout ça, c'est qu'ils vont laisser quelque chose à d'autres générations. Je retiens quelque chose qui a été dit dans le documentaire, une certaine femme qui avait dit que je témoigne parce que peut-être la prochaine fois je ne serai pas là. C'est la dernière fois voilà, elle a 93 ans. J'ai gardé cette phrase en disant que c'est ce qu'on dit aux Jaïdis de la Wilaya 4. Ça fait 20 ans qu'on leur dit, vous allez partir, vous ne serez pas toujours là. Donc laissez quelque chose de vous aux générations à venir. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui va rester de vous lorsque vous ne serez plus là. Après, ce qui m'a frappé par rapport à ce que vous dites, ce qui m'a frappé dans notre collecte, la dernière là qu'on a faite, c'est qu'effectivement, et c'est pareil en Algérie, c'est le dernier moment. Là, en ce moment, c'est la dernière occasion, vraiment, parce que beaucoup nous ont quittés, beaucoup sont malades, et ça crée une forme d'urgence dans le témoignage. Vraiment, moi, ça m'a frappé par rapport au témoignage que je recueille depuis 25 ans. Il y a des gens qui l'ont explicitement dit en disant, en fait, soit je le garde pour moi et je meurs avec, soit là maintenant je le dis. Donc cette dame, par exemple, il y a un moment dans l'entretien où elle hésite à dire quelque chose, et on voit qu'elle hésite, et puis hop, allez, elle le dit. Et c'est un peu ça à l'échelle de l'ensemble du témoin, des témoignages. Donc il y a à la fois factuellement des choses qu'on a préféré ne pas dire parce que on ne voulait pas blesser, on ne voulait pas je sais pas quoi, c'était trop douloureux, enfin il y a plein de raisons. Factuellement, mais ça peut être aussi en termes d'émotions. S'autoriser à dire des émotions qu'on n'autorisait pas avant. Moi, ça m'a beaucoup frappé, les soldats français qui ont témoigné dans plusieurs documentaires. Il y a eu un documentaire il y a 1 an ou 2 qui ressemblait beaucoup à d'autres choses qui avaient été faites avant. Franchement, c'était pas très original. Ils avaient déjà dit la plupart des choses. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas dite, qu'il n'y avait pas dans le documentaire d'avant, et là, ça m'a frappé. Ils disent tous qu'ils avaient peur. Ils avaient peur en Algérie. Parce que la menace était invisible partout. Parce qu'on leur avait fait peur aussi. On leur avait bien expliqué qu'il fallait se méfier, etc. Et ça, ils ne le disaient pas avant. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est lié au fait que c'était le moment, ils ont plus de 80 ans, et là, ils peuvent s'autoriser à dire qu'ils avaient peur. Et quand ils en avaient 60, quand même, on ne pouvait pas dire ça, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, je pense que c'est aussi en termes d'émotion, des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas. Donc, c'est aussi ça qui fait l'infinie richesse des témoignages et leur fragilité en même temps. C'était que la même personne, moi il y a des gens que j'ai interrogés plusieurs fois, ils racontent pas la même chose toujours. Alors soit parfois ils racontent carrément pas du tout la même chose, donc c'est un peu perturbant, soit ils racontent pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Donc c'est ça aussi c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler avec, parce que soit vous vous dites mais c'est des menteurs. Alors c'est des menteurs, ils racontent n'importe quoi. Soit vous vous dites non, c'est pas comme ça. La mémoire, elle fonctionne comme ça. La mémoire, elle oublie, elle trie. Il y a des choses qui reviennent. C'est pas du tout un placard, on ouvre et on prend les dossiers. La mémoire, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, il faut comprendre comment ça marche une mémoire pour
pour travailler sur les documentaires, sur les témoignages. Quand j'ai travaillé sur les soldats faits prisonniers par l'ALN, j'ai interrogé d'anciens militaires français qui avaient été captifs de l'ALN et qui ont survécu. Plus de la moitié sont morts, mais dans les maquis. Mais ceux qui ont survécu, je les ai interrogés. Et il se trouve que j'ai fait cette collecte, c'était dans les années 2012, 13, quelque chose comme ça. Oui. Et à ce moment-là, il y avait 2 journalistes français qui avaient été capturés. Alors j'ai oublié dans quel conflit. Et il y avait à la télévision tous les jours, à la télévision française tous les jours, avant le journal télévisé, leur portrait, et qui disait nos collègues, et qui donnaient leurs 2 noms, sont captifs de je ne sais plus quel groupe depuis 463 jours, 464 jours, etc. Et ces militaires français, anciens militaires français que j'allais voir, bah, comme je les ai vus dans ce contexte-là, c'était très fort pour eux. Ils comparaient tout le temps, en disant, nous, la France, elle nous a ignorés. Elle ne s'est pas occupée de nous, elle ne nous a pas recherchés, elle a voulu nous oublier après. Ils ont été très très maltraités, hein, les soldats français faits prisonniers du FLN, très maltraités par la France. Voilà, qui en gros les a pas du tout écoutés. Et c'était d'autant plus douloureux le souvenir pour eux qu'à la télévision tous les jours, ils voyaient que aujourd'hui on était beaucoup plus attentifs, etc. Et donc ils faisaient la comparaison. Et il y avait des choses qui remontaient de leurs souvenirs parce que je les ai interrogés à ce moment-là. Je les aurais interrogés 2 ans plus tôt, où il n'y avait pas tous les jours, peut-être qu'ils ne m'auraient pas dit la même chose, leur même rancœur vis-à-vis du gouvernement français. Ce sentiment d'avoir été méprisé, voilà, qui était très fort à ce moment-là dans leur témoignage, parce qu'il y avait une actualité. Donc le témoignage, il est toujours au présent en fait, toujours en fonction de plein de choses qui... Voilà, et donc ça c'est pour ça que le recueillir aujourd'hui, il a une intensité, celui qu'on recueille aujourd'hui, il a une intensité du fait de la proximité de la mort, Oui. qui est très particulière, qui est très particulière, ça me touche beaucoup. Et comme je vous ai dit, on a fait ce travail pendant le Covid, avec les difficultés, enfin l'interdiction de circuler entre nos 2 pays, et les interdictions de circuler entre Wilaya aussi en Algérie. Donc il a fallu obtenir des autorisations pour aller filmer à Renchla, des gens avec l'équipe d'Alger, enfin bref, ça a été un peu compliqué. Et donc toutes ces personnes âgées, elles étaient évidemment encore plus en danger avec le Covid, encore plus fragiles. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on avait mis tout un protocole sanitaire évidemment, mais quand même, on était chez elles avec 4 techniciens et elles ont toujours tenu à le faire. Elles ont quand même voulu le faire. C'est-à-dire que même si c'était... Bon, voilà, on a quand même. On a l'impression que c'est des testaments beaucoup Oui. plus que des témoignages. Oui, Voilà. c'est ça. Que les gens laissent leur testament. Voilà. C'est ça. Parce qu'ils ont envie qu'il reste. Voilà. Il y avait quelque chose de ça, oui. C'est ponctuel, ça. Oui. Mais l'idée générale, en Algérie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les familles ont une histoire. On a hérité de nos parents. On n'a ni vu la télévision, ni lu des bouquins. Il n'y a pas eu de support lié directement à la guerre d'Algérie. Il n'y a pas eu beaucoup en Algérie. Le vent des Aurès, la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger. Oui. Il y a eu quelques films, Oui. et les films, ce n'est pas comme des témoignages. Mais nous, les témoignages, c'était à l'oral. La famille. Oui. C'est le papa qui racontait son Bien vécu, sûr. c'était le frère du cousin, c'était... Et chaque famille, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que l'histoire de la guerre d'Algérie, elle est unique au monde. C'est une histoire que tous les Algériens ont été touchés. Pratiquement tous. Donc, et après l'indépendance, c'est toutes les familles qui étaient là. Oh Dieu merci, on est libre. Mais je vais vous dire, mon fils, comment ça s'est passé. Tu te rappelles, c'est la grand-mère qui parle à la belle-fille. Tu te rappelles quand il est venu, il avait le pauvre, le Gaudens, il puait. Donc c'était ça, nous, l'histoire d'Algérie, racontée par nos mamans, par nos papas. Ce n'est pas les livres qui nous ont donné. Et c'est pour ça que nous, en Algérie, on fait très attention à ça. On prend la chose très au sérieux.
Parce que il risque qu'il y ait des dérapages, des mensonges. Donc, c'est pour ça qu'en Algérie, la majorité des Algériens, quand ils parlent de la guerre d'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, ils disent c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Je vais vous dire une chose. Il y a un bonhomme qui est avec nous ici, qui est fils de shahid. Sa mère, elle est morte, là, Dieu est pas son âme. C'était une encyclopédie, la maman. C'est la maman du maître Rachesh. Donc, c'était une. Elle racontait. Elle-même, elle est fille de shahid. Elle racontait tout. C'était elle qui racontait à ses fils. Je vais vous dire. Il y a le croix shahid, lui, c'est dans la famille. Il y a le papa, je vais vous dire. Il y a le papa de Mouna Hamdan, mon frère Hamdan. C'était un officier de l'Aïlène. Donc, un officier de l'Aïlène, il était chef de zone. Donc, c'est le bonhomme qui a vécu après l'indépendance. Nous avons des témoignages d'anciens maquisards, comme ce monsieur qui est devant nous, qui a fait la guerre d'Algérie. Quand il vous raconte, c'est quelque chose de vrai. Bien sûr. Ce n'est pas j'ai fait un film par rapport au livre de monsieur X ou de monsieur. Non, c'est pas du tout ça. On connaît la guerre d'Algérie. C'est la transmission en direct. À partir des contes qu'on a eus. Et c'est vrai, ce qu'on a reçu à l'oreille. Oui, c'est ça. Absolument. Ce qu'on a reçu à l'oreille parce qu'on n'a pas vécu. On est des enfants d'après l'indépendance. Mais si vous avez Mais les gens qui ont fait la révolution, ils vous disent tout. Donc, moi, quand il se rappelent de ce monde, comme la maman de Recherche, comme le papa de Mouslimani, quand ils étaient là, je vous dis, j'ai entendu de la bouche du maquisard, de l'officier de la Hélène qui m'a dit que c'est impressionnant quand même. Ils sont tous morts. Il y a des gens qui n'ont pas voulu témoigner aussi parce qu'il y avait des gens. Il y a des gens qui n'avaient pas l'occasion de pouvez témoigner. aussi à votre Parce qu'on tour. parle aussi, si vous m'excusez, on parle de l'oral. Bon, on va pas dire bouche à oreille. Voilà, on va pas dire autre chose, mais on parle de l'oral. Il y a notre ami qui vient de l'université de Sud, qui prépare son doctorat, et peut-être qu'il va mieux expliquer cette chose, mais on parle de l'oreille, de l'oral. On n'écrit pas, on n'enregistre pas, et on laisse les gens partir. Et ça, c'est plus, moi je vais dire que c'est grave. On a laissé partir toute une génération, sans rien laisser derrière. Parce que personne ne s'est occupé. Personne ne s'est cassé la tête à dire voilà, on va faire tout ce travail-là, parce que ça demande quand même un effort. Mais Naïma, en même temps, ils peuvent témoigner. Les gens qui ont écouté, Il a bien dit, ils ont écouté, ils peuvent témoigner. Un des responsables, 60 ans après, donc c'est le temps de. Oui, le temps. Mais il y a aussi ceux à qui vous les racontez qui peuvent témoigner. C'est ça. Non, écoutez, madame, ça c'est un peu, c'est très très délicat. Ah oui, mais. Non, je vais vous dire une expérience qui a été faite. Mais En enfin, fait, nous, ce qu'on cherche, et peut-être la différence avec Jacqueline, nous, ce qu'on cherche, effectivement, c'est ce qu'on appelle des témoins oculaires, c'est-à-dire que Tout à fait. j'ai compris. ceux qui ont vraiment pris l'expérience. Raphaël. Après, on peut travailler sur les héritiers, Les mais on héritiers, travaille voilà. au second degré, c'est-à-dire Oui, qu'effectivement, j'ai compris. il faut qu'on ait l'origine et il faut qu'on Elle est- observe la perte, l'évolution. Voilà, parce qu'elle est historienne et la fondation Raphaël et la fondation Willa il y a 4 veut vraiment, comme ce que tu viens de dire Raphaël, l'oculaire et le vécu réel. Mais des fois, quand on a perdu, que Dieu en préserve tout ça, ce qui est fort, c'est quand on entend comme tu as dit le vrai mot, les héritiers, et là on se dit, ça a existé, parce qu'on pourrait imaginer que tout soit Non, mais madame, c'est son domaine. Elle a bien situé le visuel et le. On me l'a dit, c'est. Oui, quelque chose. Moi, à l'indépendance, j'avais 3 ans. Elle-même qui est fille et veuve de shahid. Quand elle m'a raconté, je lui ai dit, écoute maman, c'est vrai ce que tu m'as dit tous les deux. Elle me disait, mon fourmeau le wadné. C'est ça. De sa bouche à mon oreille. à mon oreille. Elle m'a raconté des choses. Ça touche certaines personnes. Oui, La chose, ma mère, elle était courageuse. Elle disait ce qu'elle a vécu, oui. ce qu'on a souffert. Moi, la mort de mon père, j'avais 6 mois. Donc, je ne le connais pas.
Et après 65 ans, j'ai toujours cette émotion. Quand je raconte, je ne me retiens pas. Là, ça me dépasse. Je n'ai pas le courage de... Elle m'a dit beaucoup de choses. Par exemple, sur El Afron, c'est comme si j'ai vécu la guerre. Voilà. Je connais les Moudjahidines, les traîtres, les harkis, Moi j'avais 8 mois. Oui. J'avais 8 mois. Mon père était déjà mort. Parce que mon père était fusillé. Une nuit, il y a les soldats français qui sont venus avec les harkis pour ramener ma mère. Parce que juste en face, il y a un centre de torture. Juste en face de cette bâtisse. Comme j'avais 8 mois, donc ma mère m'a pris avec elle. Mes sœurs étaient toutes petites. L'aînée avait 10 ans. Et il y a un harki qui s'amène. Il m'a arraché des bras de ma mère et m'a jeté. Ils ont pris ma mère et son Tu m'excuses, c'est des scènes qu'on aimerait voir. Voilà. Ça, c'est du vécu. Ben, c'est ça. C'est Les les gens. héritiers, Et ça, voilà. les cinéastes, les réalisateurs ne le font pas. C'est rare. C'est rare, Il y a c'est une rare. peur. Il y a, je ne sais pas. Un interdit. Par exemple, Oui, chez nous, c'est sûr, il y a un Je crois. Chez nous, c'est une société. Bon, la France, c'était petit. Les filles n'allaient pas en classe avant. C'était interdit par la France et les coutumes. Moi, je me rappelle, d'après ce qu'a raconté ma mère, à la mort de mon père, il y a un de mes oncles qui est mort par la suite. Il est venu voir ma mère et dit écoute, moi je vais mourir, mais je veux que les filles aillent en classe. Je veux parce que c'est l'avenir de l'Algérie. Un jour, j'ai discuté avec un ancien moudjahid qui est mort, qui est de la région, il n'habite pas cette ville. Une discussion de 2-3 heures. Quand je suis parti, il a dit à son pari, écoute, celui-là, il était avec nous le matin. Mais c'est tout. Et ça, Les bouches à oreille. Moi, sur la poule, là, sur cette ville, je connais tout, à 90%. C'est comme j'ai vécu. Voilà. Personne n'osera que le petit doigt il dire ça des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges, bien sûr, Oui. mais il y a toujours la vérité. Oui. C'était l'esclavage. Oui, tellement que l'histoire de l'Algérie est tellement compliquée. Mais elle reste à écrire, hein, vous savez. Absolument. Mais là, C'est en fait, on manque d'une histoire Voilà. sociale. Le problème, c'est que Et nous, on les vit gens avec. qui ont vécu cette Je période Je sais, j'entends. ne savaient ni lire ni écrire. Nos Mais on parents, sait. c'est des gens qui ont C'est ça. étudié à l'école C'est coranique. pour ça. C'est tout. Bon, ils savaient lire le Coran. Non, n'oubliez pas que Les films, par exemple, les films la France sur la guerre coloniale d'Algérie, n'avait par pas exemple. autorisé les Algériens à accéder à l'école. Mais bien sûr. Donc le problème, il est surtout C'est là. ça. On rejoint ce que vous avez dit, et je reviens vers Mhm. monsieur qui est notre invité aussi, pour dire une chose. Elle doit être écrite, mais avec quoi? Avec des archives qui viennent de France. Avec des, Oui. on va tenir compte. Posez la question aux étudiants qui sont là, qui font des recherches sur l'histoire, ils vont vous dire Voilà. qu'à la fin de leur mémoire, ils vont écrire Raphaël Branche, ils vont écrire Benjamin Stora, ils vont écrire Yves Courrier, ils vont écrire ces gens-là. Donc on écrit notre histoire à travers Oui, le travail des historiens français. Donc C'est on vrai. le fait de cette manière. Et je laisse. Est-ce qu'il y a pas des historiens algériens? Pardon. Je laisse Le le mot. problème, Ah, une minute. Le problème des disparus. Par exemple, dans ma famille, sur les 8, 3, on connaît encore. C'est un travail de mémoire aussi. Oui. À travers les archives en France, on peut faire quelque chose. Alors, ça, si vous voulez, j'en parlerai avec plaisir avec vous. Je pense qu'il faut être. C'est mon souhait. On aura l'occasion. Je pense qu'il faut vraiment être. Il ne faut pas nourrir trop d'espoir sur ça. Mais on en parlera. Moi, je vais vous raconter une chose. Moi, mon père, il a en 62. Oui. C'était la fin de la guerre. Il m'avait dit, c'était octobre 1962. Un Français. Il y avait, à l'époque, c'était les PC des Moudjahidines dans chaque ville, post-commandement. Ils étaient armés, entre qui faisaient le maintien de l'ordre. Parce qu'on était
nous ont laissé il n'y avait rien, ni police, ni mairie, il n'y avait rien. Donc c'était les Moudjahidines qui faisaient le maintien de l'ordre. Et ils ont suivi un Français. Et ce Français a été sauvé par mon père. Parce que c'est la maman qui a vu son fils partir et les maquisards, bon, ils l'ont suivi avec une voiture. Elle savait qu'il allait être tué. Effectivement, il allait être tué. Et c'est mon père qui l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'une fois, il lui a donné une lettre en lui disant tu vas la donner à un inspecteur de police, un tel. Et il a exécuté le petit Français, il était jeune. Non, mon père lui a dit il n'est pas question de le tuer. C'est un gars qui travaillait et tout. Et bien après, il est resté. Qui pourra un jour exploiter la mine d'or que vous avez là? Moi, ma mère, C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, je réponds à cette question en disant que la mine d'or que détient la Fondation Wilaya Kat, elle est ouverte à tout le monde. On nous a posé la question il y a quelques années à l'ambassade des États-Unis. On leur avait dit qu'on ne fait pas ça uniquement pour nous, les Algériens. Oui. On fait ça pour tout le monde. Tout le monde. On ouvre ça à tout le monde. On aimerait bien que toute personne qui s'intéresse à Ça l'histoire veut dire que je peux peut envoyer certains de exploiter. mes élèves chez vous. Oui, il n'y a pas de souci. oui, donc, carrément, oui. محمد الصحراوي خريج سنه 5 دكتوراه في تخصص التاريخ العسكري في الثوره الجزائريه. الموضوع تاعي تاع البحث على الدكتوراه الفرنسي من الجيش الفرنسي من الجيش الاحتلال الفرنسي وعلاقته بالثوره الجزائريه 1954 1962. Donc, il vient de l'université de Genève, d'accord, je pense que vous avez compris. Donc, il travaille sur militaire. Il travaille sur les déserteurs de l'armée française. Ah. Voilà. نشكروا المؤلفه رفاعي البروش والسيد المرافق معها. تعتبر المؤلفه رفاعي البروش من بين المؤلفات الفرنسيات اللي يتكلموا على حرب الجزائر وأعمالهم يعني اتصلت بالموضوعيه وخاصه التعذيب. Et ce qu'il dit, c'est que vous êtes, pour beaucoup d'Algériens, vous avez quand même une certaine objectivité dans ce que vous écrivez, ce que vous dites, surtout le sujet de la torture, par exemple. عدة أسئلة وجهها. Trois questions. السؤال الأول بما أنها يعني تاع الكومون تاع الخوشة دونك كانت باريستو. السؤال الأول يقول كيف أسهم قرار هذه الخوشة من جيش الاحتلال الفرنسي وانضمامه إلى صفوف الثورة في تعزيز الاستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني وكيف كان رد فعل قوات الاحتلال على فراره واستراتيجيته في القضاء عليه. Alors là, en fait, les déserteurs de l'armée française, c'est une grande question, hein, bien sûr, elle est très connue. Vous connaissez peut-être le travail de Safia Aressi. Safia Aressi qui a fait une thèse sur l'ALN et l'ANP et qui a travaillé sur les DAF, les déserteurs de l'armée française, en Tunisie notamment. Mais Ali Khoja, c'est pas ça, parce que Ali Khoja, il reste en Algérie, il ne part pas en Tunisie. Avec la mort notamment, tout à fait. Ben donc ils ont une compétence militaire. Hein. Pour l'ALN au début c'est très important cette compétence militaire, soit des déserteurs, soit des anciens d'Indochine, qui apportent leur savoir-faire. Mais de ce que je sais, jamais la compétence militaire n'a primé sur la compétence politique. Enfin voilà, l'engagement politique, il fallait d'abord que les gens soient indépendantistes. Et ensuite, s'ils avaient des compétences militaires, c'était bien en fait. Je crois que il ne faut jamais oublier ça en fait. Ils sont déserteurs, mais ils sont d'abord des militants pour l'indépendance. Et donc Ali Khoja par exemple. Et la troisième question. Oui, la troisième question. السلطات الفرنسية مع المناهضين بالاستعمار واستيقاظ الثورة الجزائرية بالاستقلال Ah, d'accord. من الناحية القانونية. Si vous connaissez Tramor, c'est vraiment l'historien qui a travaillé le plus sur cette question Tramor-Kenner. Camus. Donc il n'y a pas beaucoup de... C'est un historien qui a travaillé sur les soldats qui ont refusé de porter les armes pendant la guerre. Les insoumis, etc. Mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de travaux en fait, ce que vous dites là. C'est-à-dire, par exemple, les travaux sur les légionnaires déserteurs. Moi j'ai une élève allemande qui avait travaillé un petit peu sur eux en Allemagne.
Mais bon, elle a arrêté son travail. Je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait comme travaux scientifiques sur le sujet. En fait. Donc, on sait les condamnations, on sait les amnisties, ça, oui, bien sûr, vous les connaissez certainement. Ces gens ont été condamnés à des peines de prison, ils ont été amnistiés à partir de la fin de 1960. Voilà, les Français qui ont été le FLN. Si c'est possible d'avoir les coordonnées de cet Allemand. Alors, Il malheureusement, veut la contacter oui, concernant ce... Oui, malheureusement, elle ne me répond plus. Elle ne me répond plus. Elle a arrêté Même sa il thèse. vous dit, j'ai essayé de vous avoir et je n'ai pas pu par le site de Facebook, c'est ça? Ah Par oui, les oui. réseaux sociaux de Facebook. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Ah ben, monsieur. Mais vous avez un email. Mais j'ai un email. Très Voilà, bien. qui est Joignable. sans problème. Voilà. Ah, je suis joignable sans problème. Oui, oui. Vous pouvez m'écrire un email. Bien sûr. Allez-y. Soyez la bienvenue, au moins, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous consacrez pour notre histoire partagée, avec tout ce qu'elle cache et comporte. Pour cela, quels sont les jugements portés d'après les différents témoignages de ceux qui ont été des acteurs de cette période très importante de notre histoire de 54 à 60? Quels sont les, pardon? Quels sont Les jugements. Les jugements. Les jugements. Jugements. Oui, les jugements. Ce jour, jusqu'à ce jour, les faits militaires du maquis priment sur le côté organisationnel, le politique de la révolution. Tous les témoignages, on parle uniquement des faits militaires. Mais sur le côté organisationnel de la révolution, personne n'en parle. C'est pour cela qu'on aimerait bien qu'on y penche sur ce côté pour avoir l'historique de la révolution dans sa dimension militaire et politique. Bien sûr, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Moi, il se trouve que je vous ai parlé des maquis parce que j'ai travaillé sur les maquis, mais je sais bien que les maquisards étaient aussi des militants et que par ailleurs il y a l'histoire de l'organisation civile, bien sûr, à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut juste qu'il y ait des gens qui la fassent. Il faut des étudiants, des étudiantes, il faut former les gens à faire de l'histoire et pas autre chose. Parce qu'on peut faire plein de choses avec le passé. On peut faire dire plein de choses au passé. Oui. Donc les enjeux, ils sont vraiment... et c'est pour ça que tout à l'heure, je répondais sur cette question de l'histoire, est-ce que c'est nationaliste ou pas. Je pense qu'il faut essayer de faire une histoire scientifique au maximum. Et donc, bien sûr que vous avez raison. C'est difficile, madame. Mais je sais bien. C'est Je sais difficile. bien. Mais On a cette notion de nationalisme qui est en nous. après, c'est pas un défaut. Hein. Je Oui. pense juste que, je veux dire, on parle tous ou quelque On part. a dans les gènes. Moi j'irais dire que c'est émotionnel. Le sens nationaliste veut dire quoi? Oui. Veut dire C'est pas ça. algérien? Veut dire algérien? Oui, Non, Ben, c'est Je normal, veux dire, c'est un vécu. Pour nous, les Algériens, l'histoire, la page est tournée. Automatiquement, nous avons tourné la page. Pourquoi? On nous a dit qu'il y a eu 1 500 000 morts. Nous, on dit qu'il y a plus. Oh là. Si. Il parle de De son 1830 Oui, d'accord. à 62, en 1962, il y a eu plus de 5 millions, plus de 6 millions et quelques. C'est le président de la République qui a dit 6 millions et quelques. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'événements, de l'Émirat, de l'Makrani, de Haddad. Vous savez que il y avait des... C'était atroce ce qu'ils ont vécu à l'époque. C'était des atrocités, des massacres. Le colonialisme a fait des choses vraiment à ne pas y réfléchir. Donc c'est pour ça que, et nous quand on parle, il y a un certain nationalisme, il y a l'émotion, il y a les Français quand ils écrivent, quand ils parlent, ceux qui, je vous dis, les scientifiques, il y a une part de nationalisme par rapport à eux aussi. Donc, ils essayent de dire que nous, le pays des droits de l'homme, la liberté, la fraternité, et nous ne faisons pas ça. Nous, c'est l'armée républicaine. Mais c'était pas ça. Nous, en 1830, pourquoi les Français sont venus en Algérie? C'est ça le problème. Pourquoi vous êtes venus chez nous?
Vous remontez Moi, je parle de colonialisme français. Monsieur, Moi, je parle. nous, on a 2000 ans d'histoire en Algérie. Oui, je Donc, sais, je sais. nous, il n'y a pas Moi, je de... parle du On est colonialisme victime français. Pourquoi vous êtes collatérale, mais venus il y a chez des nous? juifs En qui ont revanche, Il y avait des gens qui vivaient ici. Il y avait une culture. Il y avait un consul français en Algérie. Il y avait des consuls français en Algérie qui assistaient auprès du Dey. Moi, ce que je pense, hein, c'est qu'il y ait des gens neutres qui n'ont pas cette passion de mon pays, ce nationalisme de... C'est vrai, on essaye un petit peu de fermer l'œil sur ça, de fermer... C'est humain. Parce que moi, je vous dis, votre arrière-grand-père peut-être était dans une des colonies. Bon, je ne sais pas. Non, mais pour tout vous dire, moi j'ai travaillé donc sur la torture, comme je vous ai dit, j'ai travaillé Ça, sur les archives de l'armée je vous française. félicite. Et je me suis dit. à Je chaque vous fois que félicite sur la torture parce que personne n'a osé parler sur À ça. chaque fois que j'étais dans les archives, je me disais, heureusement que mon père n'a pas fait la guerre. Parce que sinon, j'aurais eu peur à chaque page. Oui, mais regardez, elle a la force de vous dire ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Elle a la force, Raphaël, de parler... Non, mais il y a peu de gens qui se posent la question Tout à fait. sur leurs ancêtres. Et elle s'efforce, qu'elle nous dit, Raphaël, de dire, je regardais les archives et j'ai pensé. Eh bien, nous, ça nous va droit au cœur, je parle en tant qu'être humain, là, de se poser la question de qu'est-ce qu'on a pu faire à travers nos anciens. Eh bien, moi, je trouve que c'est... Et elle est historienne, c'est encore plus fort. On va dire autre chose. On va Les dire enfants, on va dire je vais pas la défendre, mais je vais dire autre chose. Que nous, ce qui nous motive au Oui. sein de la Fondation Wilaya 4, on Oui. va le dire, hein, on va pas Oui, cacher bien ça, sûr. c'est qu'on se sent marginalisé aussi au sein de notre pays. C'est pas normal. On se sent que notre histoire, elle est un peu enfin, on n'arrive pas à se retrouver dans l'histoire. Oui, On nous parle de la révolution algérienne, on Nos nous parle idées convergent de toutes les manières. oui, d'une malgré d'une tout, certaine malgré tout. manière, mais C'est ce que on je ne disais se à Emma retrouve tout à pas. l'heure. Mais Voilà. résultat, la ruse de l'histoire, c'est que vous serez les gagnants. Voilà. Parce que c'est vous qui avez fait la fondation. Et qui On était cherchez. vraiment pas fait. Non mais c'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. Bravo. Alors, si vous arrivez à préserver ce Bravo. réseau extraordinaire que vous avez C'est composé, extraordinaire. dans 50 ans, il n'y aura plus personne d'autre et on aura l'impression que la carte a tout fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Elle a raison, On Raphaël. discute beaucoup avec la Elle a c'est ça. raison. Et on converge sur les idées parce que C'est ça l'avenir. les idées que j'avais depuis mon enfance, Oui. depuis que je commençais à m'intéresser, je les ai trouvées, toutes les idées chez elle. Donc Ben oui. ça m'a C'est donné ça. du Ben, la courage force de poursuivre. continuer. Pour vous dire, madame, vous avez dit tout à l'heure un mot, au début, quand on était dans le salle, vous avez dit, moi je suis juive. Vous êtes de religion juive, mais vous êtes algérien de religion. Ah, moi, je dis toujours, Oui. je suis juive algérienne. Non, non, Et non, non. même si on me Non, 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 demandait... vous êtes algérien de confession juive. Absolument. C'est D'ailleurs, différent. je vais vous Parce dire... que l'histoire je vais- des Juifs Oui, en vous Algérie. avez raison, monsieur. Oui, l'histoire des Juifs en Algérie. L'histoire des Juifs en Algérie, c'est que quand ils ont pris parti avec la France, qu'ils ont été un petit peu délaissés par les Algériens. Mais c'est le décret Crémieux qui n'aurait jamais dû... Les décrets Crémieux, quand on nous a mis l'étoile jaune en 1940, si les Juifs, je le dis, j'ai pas peur, je dis ce que je pense, n'avaient dit... On nous a mis l'étoile avec ce que vous nous avez fait, je redeviens indigène. Vous nous avez remis indigène, je reste avec les musulmans et je ne prends pas le parti. Moi, j'aurais été une résistante, ça ne veut pas dire j'aurais été, mais moi j'aurais dit, je reste, je suis algérienne. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Tout le monde me dit, pourquoi tu ne demandes pas à moi, souvent quand je reviens en France ou quoi, pourquoi tu prends pas la nationalité algérienne? Mais le décret Crémieux nous a tués, nous a séparés, mais il y a eu, vous le savez, beaucoup de résistants, les sportifs, tous les gens, Henri Alleg et tout ça sont... D'ailleurs, on entend beaucoup de noms juifs dans la résistance algérienne, mais beaucoup pour l'Algérie française aussi. Attention, il faut pas dire que il y a les, il y a, Il y avait une communauté juive qui vivait C'est vrai, dans monsieur. la nationalité algérienne. C'est Roger Sarré. Ben, Roger Saïd, l'avocat, président il est resté jusqu'au bout.
il est resté Il est longtemps bon ici. à Alger. Ben, bien sûr, par exemple, ça, tout ça. Les gens, si vous saviez, les gens, le problème, je me permets, moi, en toute franchise, il y a Raphaël qui écoute, il y a Naïma, il y a vous tous, je me permets de vous dire quelque chose. Le prosélytisme religieux, par exemple, même parmi les juifs en France et tout, ne veulent pas reconnaître Roger Saïd, William Sportis, Henri Alleg, toutes ces personnes qui ont été des résistants, si vous voulez. Et ça, on gomme cette partie de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est très grave et on ne prend qu'une idée. Vous parlez de la période de l'Ouest? Non. Si. Ah bah oui. Très bien, moi. Non, on a surtout eu la chance d'avoir des gens, ce que vous racontiez tout à l'heure sur cet homme qui vous a dit, mais qui ne veut pas témoigner d'un homme qu'il a assassiné, même s'il trouve ça justifié. Pour ce travail qu'on a fait, et c'est là où je pense que c'est parce que c'était la fin de la vie de ces hommes, enfin qu'ils sont très âgés, il y a un certain nombre de gens qui ont raconté des choses, des crimes qu'ils ont accomplis. Donc c'est le cas d'un tueur de l'OS qui témoigne très précisément, ou aussi un membre de l'organisation spéciale du FLN en France, Abdelkader Bakouche, qui était à Alger hier, Bakouche, oui. Qui nous a raconté aussi tous les assassinats auxquels qu'il a accomplis avec le sens du devoir. Nous, on ne dit rien dans ça. C'est légitime pour nous. Non, mais moi, je ne Oui, sais pas la oui, question. non, pour vous dire, c'est-à-dire, Oui. il faut avoir le... Mais quand Le réflexe. l'homme de l'OAS raconte, pour lui, c'est légitime aussi. Oui, Oui. l'OS, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Mais pour nous, je vous dis, je reviens à 1830. C'est notre terre, c'est notre patrie. À chaque fois, on le dit. Pourquoi vous êtes venus? Enfin, là, en l'occurrence, C'est ça, on parle au colonialisme français. On parle de Messaliste. Non, quand on parle du colonialisme français, on lui dit pourquoi vous êtes venu, monsieur, chez nous? Pourquoi? C'est parce que l'idée de la France, c'était l'expansionnisme, c'était le colonialisme. Et Pour apporter la civilisation, comme ils disent. non, eux, ils disaient que bon, c'était des indigènes, il fallait leur ramener beaucoup de choses. Et ce n'était pas vrai, il y avait des mensonges. Il y avait des Algériens qui ont été enfumés dans des grottes. Mais en tout cas, lui, il a été sénateur, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Ah d'accord. Ah, il n'y avait pas de secret. Dernièrement, le 19 mars 62, on parle des accords d'hiver. On parle d'un travail de la diplomatie. On parle de certains gens. Donc, c'est ce qu'a fait le GPRA. oui, on se souvient de ces gens. Enfin, de C'est ce qu'a tout. fait le GPRA. Oui, on parle de tout ça, du GPRA, on parle de tout ça. Mais n'oubliez pas une chose aussi. Attends, C'est laisse-moi parce que terminer. De Gaulle Laisse-moi terminer. J'ai aussi compris. Non, Laisse-moi De terminer. Gaulle a essayé de mettre le paquet, il n'a pas réussi. Le peuple a résisté. Je peux dire oui. Oui. On peut être d'accord, c'est vrai. Mais en valorisant tout ça, en Oui. parlant uniquement Oui. de ça, on marginalise et on oublie beaucoup de gens. On oublie du wilaya historique, l'armée qui était à l'intérieur. Un peu. On oublie une certaine catégorie du peuple qui a tout donné. On oublie le sacrifice de milliers de gens qui sont morts, de familles qui ont été touchées, comme il vient de parler. On oublie tous ces gens-là. Et l'indépendance de l'Algérie se résume à la fin à un exploit de la diplomatie algérienne. Si c'est juste, eh ben, tant pis, hein, c'est bon, c'est juste. Mais nous, au sein de la Fondation Gaïkat, on dit une autre version. Oui, mais je vais dire, ça se termine toujours comme ça aussi. Ça se termine autour du table. Toutes les guerres se sont terminées autour d'une table. Dire le contraire, mais on va dire aussi que l'histoire, elle englobe tout le monde. L'histoire, on parle d'une certaine histoire d'un peuple qui a tout donné pour Bien avoir sûr. son indépendance, qui C'est s'est ça la tellement force du peuple sacrifié. algérien. Enfin, je me souviens d'une phrase que c'est Hassan répète tout le temps, Oui. qui dit qu'au sein de la wilaya, il y avait toujours cette étincelle qui ne Oui. s'est jamais éteinte. Au sein, enfin, je prends exemple wilaya 4, je ne vais pas dire que Oui. c'est uniquement la wilaya 4, pour dire que cette autre version de l'histoire mérite aussi d'exister.
Et en fin de compte, Ils en parlent. en fait, on doit faire la part des choses. Il y a la version politique de la chose qu'on peut exploiter à tout moment. Oui. Aujourd'hui, demain, après-demain, on fait ce que vous voulez. Mais il y a aussi la version de l'histoire grand H, voilà, Oui. scientifique, quand vous voulez parler, et d'ailleurs que moi je respecte. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'université algérienne qui respectent ça, qui travaillent dans ce sens. Et qu'on aimerait bien que les étudiants, enfin les jeunes, Mais il faudrait dans il va vers ça. على جرائم التجارب النووية اللي دارت فرنسا كانت في الصحراء الجزائرية. Ah, d'accord. Elle parle des. Est-ce que vous avez une idée sur les archives, enfin, que vous avez pu voir sur les expériences nucléaires en Algérie? Alors, les archives, non, moi je n'ai pas pu voir d'archives, personne ne peut voir d'archives. Les archives sont interdites. Ça fait partie des rares archives en France qui sont totalement interdites à tout le monde. Ce qui est de mon point de vue un scandale démocratique qu'il va falloir faire cesser. Mais pour l'instant c'est ça. Donc non, je n'ai rien vu, personne n'a rien vu. Et pour tout vous dire, moi j'ai refusé de rentrer dans un... Ce monsieur me demandait de faire un programme plus global et moi de travailler sur l'Algérie et les essais nucléaires. Et j'ai refusé parce que j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'archives. Je n'allais pas dire oui alors que je savais qu'on ne pourrait pas faire le travail. Mais je pense qu'il faut lutter pour pouvoir le faire parce que c'est essentiel. Actuellement, c'est vraiment le point de blocage. La Polynésie, c'est après l'Algérie. C'est des choses qui ont été. La Polynésie a été un espace d'essai nucléaire qui a été pensé parce que l'Algérie n'était plus possible. C'est vraiment une continuité évidente entre les deux espaces, entre les équipes de techniciens français. Enfin, il y a beaucoup de choses à c'est bizarre de travailler que sur la Polynésie. Il faut travailler sur l'Algérie. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas en Algérie plus de gens qui poussent à ce qu'on débloque ça, justement. Comme les archives françaises sont fermées, on a quand même des informations grâce aux archives alors des pays limitrophes de l'Algérie. Parce que le nuage, donc il y a eu de la radioactivité en Algérie, mais aussi au Mali, au Niger, etc. Donc il y a eu des archives sur ces pays-là, et il y a des archives aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui se sont intéressés aux essais nucléaires français. Donc en France c'est fermé, mais on peut réussir à avoir des informations comme ça, mais c'est compliqué. Moi j'ai refusé ce programme parce que je n'avais pas le temps d'essayer de tout faire tomber comme barrière. Mais il y a voilà, ça sera, de mon point de vue, c'est le gros dossier de recherche entre nos deux pays, essentiel à faire et un énorme point de blocage. Mais où il y a des solutions, alors que les disparus, je pense qu'il est vain de faire espérer aux gens des choses dans les archives. Je pense que c'est... بمناسبة 19 مارس عاودنا المراسلة هذيك تاع قادة الولاية المفقودين سي محمد وسي محمد. عاودنا الرسالة الأخيرة سي حسن لأنه كل سنة درناها وسلمناها للسفير الفرنسي، سلمنا له الرسالتين ككل سنة باسكو اون لو في شاك اني. Donc, سلمنا له الرسالتين كما يخص المفقودين. Chaque année, comme je vous le dis, il y a des années, on fait les mêmes demandes concernant les deux corps, les deux colonels. Voilà. On a remis cette année aussi des lettres en disant que la réponse doit être comme vous devez le dire, honnête quand même. Oui. Parce qu'on parle de flag à côté algérien, mais on parle d'armée régulière qui a quand même des centaines d'années d'archives. Dans ce sens, donc répondez-nous au moins honnêtement en nous disant voilà. C'est plus Oui. politique. En fait, je me suis peut-être, enfin, vous avez complètement raison. Moi, je suis sidérée qu'on ne sache pas où se trouvent les corps de ces officiers, parce que c'est évident, parce que quand l'armée française les a soit arrêtés, soit tués, enfin, soit les deux, ils étaient identifiés. Oui. Donc c'est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas un document d'archives qui mentionne ça. C'est incompréhensible, c'est impossible. Je ne parlais pas de ça. Enfin, quand je parlais de disparus, j'évoquais plutôt le cas des chouhadas de votre famille et des gens qui étaient beaucoup plus anonymes du point de vue des Français. C'est-à-dire que l'efficacité des noms de guerre qu'avaient choisi les gens fait qu'en fait les Français ne savaient pas qui ils arrêtaient. Quand on bombarde un maquis, on tue tout le monde, mais on ne sait pas qui on tue.
Et donc, c'est illusoire de faire croire aux gens, et je trouve que c'est vraiment, c'est cruel en fait, cette idée que un jour, si on arrive à ouvrir les archives, vous aurez les réponses. Non, il n'y aura pas les réponses, parce que les Français n'ont pas noté ce genre d'informations. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives françaises sur la question de la torture. J'ai bien vu que parfois on arrête des gens et parfois leurs noms sont indiqués, et après on voit qu'ils sont exécutés. Donc ça, moi, je peux vous dire, par exemple, voilà, telle personne, il y a son nom, en tout cas, il y a le nom qu'il a déclaré, pas forcément son vrai nom, mais il y a un nom qui a été noté. Moi, je connais qu'il a déclaré. Voilà, le nom a été noté, et on peut voir qu'il a été exécuté. Ça, je peux vous apprendre, c'est pas écrit dans les archives qu'il a été exécuté, mais moi, je peux vous apprendre comment on repère qu'il a été exécuté. Donc on peut avoir une information, par exemple, sur la date de mort. Le lieu d'inhumation, c'est jamais indiqué dans les archives françaises. Ça ne les intéresse pas. Donc, en fait, les archives, elles ne sont pas faites pour vous, elles ne sont pas faites pour moi. Les archives, elles sont faites pour l'armée de l'époque. Ce n'est pas des archives d'ailleurs, c'est des documents de travail. Oui. Donc, pourquoi ça les aurait intéressés de noter ça? Alors, je pose la question, donc, pourquoi c'est tenu secret alors? Non, là je parle des disparus anonymes. Non, mais Alors, après, quand vous parlez de Mira, ou je pense de Mira, mais il y en a d'autres, bien sûr, ça... Il est déporté. Je pose la question. Il est déporté. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas vous On se retrouve avec une communauté algérienne en Calédonie. Oui, c'est ça. Hey, C'est un Cayenne. sujet. hey, Oui, à Cayenne. c'est vrai. Non, pour les, Ça, pardon, ça a été un peu travaillé. pour les assassinats, monsieur. Oui. c'est transcrit dans l'état civil. Hein. Alors, bien sûr, les déclarations de mort dans l'état civil algérien, à l'indépendance. Oui, oui. Non, pendant l'état civil français. Ça dépend. Français, Le jour, Français. le jour même ou le lendemain, Oui, il déclare. Hein. automatiquement, il y a un déclarant qui l'a Oui. déclaré. Par exemple, En fait, tel vous gendarme, tel. Exact. C'est mentionné C'est dans porté sur les l'acte de papiers. décès de mes parents. Tel gendarme, tel. Si, si. Parce que là, c'est le cas, vous avez évoqué le cas de quelqu'un qui a été fusillé. Voilà. Donc, on a un moment précis de la mort, on peut dire, Hmm. ah, mais il y a beaucoup de disparus, c'est pas comme ça. Donc on n'avait pas de Ils sont payés problème. dans la famille. Donc et on n'avait puis, pas de on- problème à l'indépendance pour l'état civil, pour Non, le déclarer. bien sûr. Mais vous êtes, moi, j'ai travaillé sur les disparus français. L'assassinat, c'est après. Voilà, j'ai dit ça. Les disparus français, donc les soldats dont je vous parlais tout à l'heure, les soldats français qui ont été capturés par la LN. C'est le même problème dans l'autre sens. Voilà, donc oui, C'est le même problème dans l'autre sens. Oui. Donc ils sont capturés. Moi par exemple, je me souviens, j'ai travaillé sur un homme, il a été capturé en août 56. Et moi j'ai trouvé des traces de vie de lui. En septembre, il écrit à sa sœur. Il est capturé, hein. Il écrit à sa sœur. Après, il est interviewé dans un journal qui paraît à Tunis ou au Caire au printemps 57. Puis après, moi j'ai plus de traces de vie. Mais je suis sûre qu'il est vivant au moins 6 mois après sa capture. Après ça capture. Officiellement, il est mort en août 56. Voilà, on a déclaré, l'état civil français considère que du jour où il a été disparu, Voilà. Il il est mort. Alors qu'en fait, il y a des traces de vie après. Alors, enfin, dans les archives, moi, je trouve des traces de vie après qui me permettent de dire à sa famille, notamment sa petite sœur que j'ai rencontrée, voilà, votre frère a survécu plusieurs mois à sa détention, j'en sais pas plus, mais on a ce problème-là, la date officielle qui sert à débloquer les veuves, les pensions, enfin qui est très importante. Toutes les familles ont besoin de ces preuves de ce papier officiel. La date, c'est une date qui n'est pas une vraie date. C'est une date qui parfois peut être une vraie date, mais qui parfois sert juste à débloquer les papiers, la situation administrative. Et le jugement déclaratif de décès, voilà, on appelle ça un jugement déclaratif de décès, c'est pas forcément la date de mort. Donc je suis désolée de le dire peut-être brutalement, mais je pense qu'il faut. Voilà, il y a des noms qui sont dans les archives. Effectivement, on retrouvera la trace de certaines personnes. Moi, je suis très souvent sollicitée par des Algériens qui m'écrivent et qui me disent mon grand-père, mon père a été arrêté tel jour à tel endroit, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? J'essaye de répondre, mais en fait, je pense qu'il faut voilà, être. Nous, on garde espoir. On garde espoir. Mais bien sûr. Mais voilà. Après, toutes les archives, par exemple, n'ont pas été conservées. Certaines ont été détruites. Pas intentionnellement, certaines n'ont pas été ramenées d'Algérie, par exemple, certaines ont été. Il y a des caisses qui ont été jetées dans le port. Donc, on n'a pas tout. Des archives qui sont essentielles pour tout ce qui vous intéresse, et ce sur quoi moi j'ai travaillé sur les exécutions sommaires aussi. C'est des archives des unités militaires. C'est ça qui donne la réponse. C'est là-dedans que vous trouvez la réponse. En tout cas, Il faut trouver l'unité Madame militaire. Rance, vous n'avez pas une réponse pour nous concernant les deux colonels de la Wilaya 4? Mais Vous je avez veux bien travaillé essayer. beaucoup sur Non, ça. mais moi j'ai pas cherché. Vous voyez, moi j'ai travaillé sur quelques personnes précises. Oui. Mais sinon, moi j'ai plutôt travaillé sur un système. Moi, ce que j'ai essayé d'établir, c'est
est-ce que la torture était ou est-ce que c'était la règle? Moi, j'ai me dit que c'est plutôt la règle. Mais, et alors, après, j'ai pas cherché le cas de X ou Oui, Y. c'est Mais en reconnaissance. même temps, je sais comment faire parce que donc je sais comment faire. Donc, voilà, il faut aller retrouver l'unité qui est à l'origine. Alors, au nom de tous ceux qui sont dans la salle, on vous le demande, on vous le demande. Oh, c'est beau. Et on peut vous donner des informations Oui, par rapport c'est à ça bon. aussi. Nous avons Vous êtes d'accord? Exact, tout à fait. des témoignages. D'accord. On peut donner des témoignages Oui. pour qu'elles puissent Se baser.